conte de Noël. Mon ex pouvait se montrer extravagant des fois. Quand nous nous sommes connus, il n'hésitait pas une seconde à m'emmener en un long week-end sur l'île Moustique ou à réserver 2 places sur le Concorde pour une escapade impromptue à Paris, à l'époque où cette ressource supersonique était encore en service. Et la veille de Noël 2002, alors qu'il venait de décider que nous allions nous marier, il m'avait entraîné chez un diamantaire de la 46e rue Ouest. Car mon mari est un homme important et il n'aurait jamais condescendu à entrer dans une banale bijouterie. Et avait allongé 78 000 $ pour une bague en diamant qui, allez comprendre comment, était à la fois tape à l'œil et raffinée. Si j'en connaissais le prix, c'était parce que Todd me l'avait dit. Il m'annonçait toujours le prix de ce qu'il achetait. Mais aussi parce que 2 ans après, quand notre union conjugale a commencé à prendre des allures de débâcle, je l'ai fait estimer. L'expert, un autre bijoutier du quartier des Diamantaires, est allé jusqu'à rameuter 2 collègues pour qu'ils s'extasient avec lui sur la qualité de la taille et la pureté des pierres précieuses. « Si j'étais vous, je dirais 150 000 à votre assurance, m'a-t-il déclaré. Mais dans le cas où vous voudriez la vendre maintenant, je vous en donne 130, sans hésitation. » J'ai commis l'erreur de rapporter cet échange le soir même à mon tendre époux, tandis que nous dînions dans un 3 étoiles Michelin de New York. Bien que nous ayons dépensé 100 000 $ pour la cuisine sur mesure de notre loft de Tribeca, nous ne mangions jamais à la maison. Quoi? Elle vaut vraiment le double du prix auquel je l'ai achetée? Il paraissait plus qu'étonné, choqué. Montre-moi encore cette bague? Non, je ne l'enlève pas. Je ne la retire jamais d'ailleurs. C'est mon trésor de guerre si je m'enfuis. Ah ouais? A répliqué Todd avec un petit rire amer. Comme si tu avais besoin de ça. Il n'avait pas tort sur ce point. Je n'alignais pas ces 2,9 millions de revenus annuels, certes, mais j'avais un salaire à 6 chiffres, car comme Todd, j'évoluais dans la haute finance. Avocate spécialisée en fusion-acquisition. Et ainsi que mon mari aimait à le claironner, encore plus dur en affaires que lui. Erika, c'est le pragmatisme qui peut tuer, avait-il ainsi déclaré un jour à un groupe d'amis. Et même si j'avais été outrée par cette description peu flatteuse, je devais reconnaître que ce salaud n'était pas loin de la réalité. Les contentieux étaient notre raison d'être et notre moyen de subsistance à tous deux. Et les avocats d'affaires ne sont pas réputés pour le romantisme, c'est un fait. Todd, cependant, ne se voyait pas sous ce jour. Véritable requin dans une salle de tribunal, il se plaisait à se considérer avant tout comme un esthète, un fanatique d'opéra capable de chanter des arias entières du Don Carlos de Verdi dès qu'il y avait un public disposé à l'écouter et qu'il voulait impressionner. Brusquement, ce Jack l'éventreur du litige administratif tenait à prouver au monde que, sous ses airs de partisan de la sélection naturelle la plus brutale, il avait une âme, lui aussi. Tandis que moi j'étais quoi? La froide technicienne des arguties juridiques, dotée d'un cœur en béton armé. Erika n'arrive jamais à trouver la poésie qui se cache dans les contradictions fondamentales de la vie. C'est ce qu'il a eu le front de sortir en pleine audience de divorce il y a 6 mois. C'est lui qui avait déposé la demande, et nous nous sommes respectivement représentés aux séances de conciliation. J'ai obtenu de garder l'appartement de Manhattan, lui notre maison de week-end à Litchfield. Le petit cercle socio-professionnel dans lequel nous évoluions a commenté abondamment l'impassibilité apparente et prévisible d'après eux, avec laquelle j'ai accueilli la nouvelle que Todd s'était entiché d'une soprano relativement connue 3 semaines seulement après le jugement de divorce. Et quand je dis entiché de, j'entends marié avec. Oui, un mariage en grande pompe à Milan, où la garce tenait le rôle de Mimi à la Scala. À ce moment, il a fallu que je supporte plus que mon sou de regard compatissant, que confrères et consoeurs faisaient peser sur moi, accompagné d'une question muette. Comment
comment diable cette pitbull du reverse takeover, cette investigatrice implacable qui serait certainement capable de monter un dossier compromettant sur le pape en personne, n'a pas été fichue de se douter que son mari entretenait une liaison sérieuse depuis plus de 2 ans. Peut-être parce que je n'arrivais jamais à trouver la poésie qui se cache dans les contradictions fondamentales de la vie, comme dirait l'autre. Évidemment, j'ai conservé une apparence de dignité inébranlable face à ce coup du sort. Lorsque quiconque cherchait à m'offrir sa sympathie en égratignant au passage le manque de classe de Todd, qui s'était rué devant l'autel de son second mariage à peine l'encre de notre notification de divorce séchée, je coupais court avec un « Vous avez une divorcée comblée devant vous ». Ou bien, ajoutant une pincée d'ironie vacharde, « Todd a toujours été une diva, il n'est pas étonnant qu'il ait fini par en épouser une ». En privé, en revanche, ça a été l'effondrement. Perdre 3 kilos par semaine sans suivre aucun régime, être talonné par l'insomnie 6 nuits consécutives. Mes nerfs se sont bientôt retrouvés dans un tel état qu'il m'arrivait de devoir m'excuser en pleine négociation d'une reprise de capital investissement pour courir m'enfermer aux toilettes et verser toutes les larmes de mon corps, le chagrin refoulé m'emportant comme une vague féroce. Puis je me refaisais une tête humaine devant la glace, je me disais que j'avais expulsé le poison, ou une faribole de ce style. Je revenais m'asseoir avec les autres, et je concluais l'affaire. À la fin de la journée, je rentrais chez moi, et j'avalais 6 ou 7 verres d'un excellent Bordeaux sans parvenir à sombrer dans l'inconscience. Un matin, après avoir découvert que 2 autres kilos étaient partis en fumée, j'ai téléphoné à mon médecin et supplié d'être reçu en urgence. « Vous ne vous êtes jamais dit que ça pourrait être une dépression ?» m'a-t-il demandé après m'avoir soumise à une série d'examens. « Je n'ai pas le temps de faire dans la dépression, docteur. » C'est exactement ce dans quoi vous êtes, pourtant. Il m'a prescrit des antidépresseurs légers qui me permettraient de retrouver le sommeil et m'a conseillé de prendre un moment de temps à autre pour réfléchir à ma situation. Si j'arrivais à imaginer que mon divorce était comparable à, disons, une paire de chaussures que je me serais obstinée à porter pendant des années alors qu'elles me faisaient un mal de chien, il me suffirait de les enlever et de les jeter dans un placard ou à la poubelle. Nulle, la métaphore, ai-je pensé par-devers moi. Mais je me suis résignée à avaler ces cachets qui n'ont rien arrangé du tout. Ou plutôt ils m'assommaient pendant 3 ou 4 heures, et je me réveillais en pleine nuit, encore plus vulnérable au désespoir qui m'assaillait aussitôt et s'accompagnait d'une litanie de reproches dont je m'accablais à voix haute. Et pour commencer, comment avais-je pu laisser partir un homme aussi fabuleux que Todd? La réponse était chaque fois la même. Ce qui l'avait détourné de moi, c'était mon obsession du travail et de la réussite professionnelle. Mon inaptitude à décompresser et à admettre qu'il y a autre chose dans la vie que l'apparence du succès. Pour reprendre une autre formule péremptoire de mon ex-mari. Du coup, je dormais à peine 3 heures par nuit. Je continuais à fondre comme neige au soleil, mais, cruel paradoxe de tout ce gâchis, j'avais enfin le tour de taille dont j'avais tellement rêvé. L'approche de Noël m'a rendue plus consciente que jamais de ma solitude radicale. Mes parents, agents immobiliers du New Jersey, désormais cloîtrés dans une résidence de retraités au milieu d'un terrain de golf en Arizona, m'avaient prévenu qu'ils n'allaient quitter leur havre éternellement climatisé que pour une croisière de la nativité à travers les Caraïbes. Quant à mes 2 plus proches amies de jeunesse, Mimi, journaliste au magazine Time, et Amanda, une virtuose des fonds mutuels, elles devaient passer les fêtes en famille, loin de New York. Et puis, sans crier gare, Todd a appelé. En fin d'après-midi, le 21 décembre. En voyant son nom s'afficher sur l'écran de mon portable, j'ai d'abord hésité à répondre avant de me lancer. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ?» Pendant quelques minutes, il s'est contenté de me donner de ses nouvelles, ce qui m'a permis d'apprendre qu'il s'envolerait le matin de Noël pour la Suisse. Il devait entre-temps boucler une transaction pour un très très gros client, afin de rejoindre sa tendre et chère sur les pistes de ski pendant une semaine. À Davos, of course. Ses préliminaires achevés, il est allé droit au but, fidèle à son style.
Dis, la bague que je t'ai offerte. Eh bien, quoi? Tu ne l'as pas fait estimer une seconde fois récemment. Il se trouve que si. Et sa valeur n'arrête pas de grimper. 185 000, il paraît. Vénarde. Comme tu dis. Tu veux la vendre? Comment? Tu m'as très bien entendu. Tu serais prête à la vendre? À qui? À qui? À moi? Mais pourquoi? Parce que j'aimerais te la racheter. Et pour quelle raison? J'ai mes raisons. Oui, c'est elle la raison, non? Il me faut cette bague. Pourquoi? Je connaissais la réponse. Bien qu'il ait facilement cédé sur les aspects matériels du divorce, notamment en renonçant sans la moindre hésitation à un loft évalué à 3 millions de dollars, il faisait de ce bijou une affaire personnelle. Pour complètement se détacher de moi, il avait besoin de la reprendre. Ou du moins, est-ce ainsi que j'ai analysé sa démarche sur le moment, tant je savais que Todd était le genre d'homme qui ne jouait qu'en étant certain de gagner. Il ne supportait pas d'être contrarié. « J'ai mes raisons », a-t-il répété. « J'en suis sûre, mais je ne la vends pas. »« Je t'offre 190 000. »« Je ne suis pas intéressée. »« 195. »« Bonne fête, Todd. » J'ai raccroché. Il m'a rappelé dès le lendemain. « Sois raisonnable, » a-t-il plaidé sans même me dire bonjour. « Mais pourquoi veux-tu cette bague à ce point? »« Parce que je la veux. » Appelle ton bonhomme de la 46e rue. Il t'en trouvera une autre. C'est la tienne qu'il me faut. Et moi, il me faut une explication. Règle numéro 1 de la négociation. Les explications sont toujours hors sujet. Fabuleux tuyau, Todd. Pas étonnant que tu sois un avocat aussi bien payé. Et tu peux aller te faire ce que je pense où je pense pendant que tu y es. Règle numéro 2 de la négociation. Ne jamais insulter la personne dont tu attends quelque chose. 205 000. Tu es vraiment aux abois. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton idylle avec Miss Crescendo bat de l'aile? Cette fois, c'est lui qui a coupé la communication. 24 heures se sont écoulées sans qu'il se manifeste à nouveau. J'ai cru que l'incident était clos. Ce n'était pas plus mal, puisque ces appels téléphoniques n'avaient fait qu'ajouter à la tristesse d'un Noël qui s'annonçait aussi morne que solitaire. De toute façon, c'était un jour comme un autre, non? En plus, j'avais du travail par-dessus la tête. La faute à une action anti-monopole que je devais plaider depuis janvier. Alors pas de guirlande, ni de neige artificielle, pas de fièvre acheteuse, ni de fausse allégresse. Noël, ce sera sans moi, merci. Par conséquent, je suis restée au bureau toute la journée du 24. Et qui a téléphoné vers 4 heures de l'après-midi? 220 000, dernière offre. C'est bien ce que je disais, tu as vraiment un problème. Je veux cette bague, c'est tout. Non, elle la veut. Allez, dis-le. Règle numéro 1 de la négociation, les explications sont toujours hors sujet, tu me l'as déjà dit. Mais ce n'est pas une explication que j'attends, c'est un aveu. Tu fais tout ça parce qu'elle connaît l'existence de cette bague et qu'elle exige de la voir, pour toute une flopée de raisons psycho-machin-chose qui ne m'intéressent pas du tout. Todd a observé un long silence avant de répondre. Si je dis oui, tu me la vendras? Si tu dis oui, je te la vendrai. 250 000. Marché conclu. Alors dis-le. Oui, elle veut cette bague parce qu'elle a appartenu à mon ex-femme. C'est lamentable. Tu es libre de tes opinions. Et toi, tu vas t'alléger d'1/4 de million de dollars. Il me la faut ce soir. 9 heures au bar du Saint-Régis. N'oublie pas ton carnet de chèques. Je n'étais pas d'humeur à crier victoire après avoir raccroché. Et ce, même si j'avais battu le saligot à son propre jeu. Sans parler de cette prime de Noël, inattendue, qui allait me tomber dessus. Au contraire, c'est une immense tristesse qui m'a soudain submergée. À quoi bon? De l'argent, j'en avais plus que je n'en avais besoin. Mais je n'avais rien d'autre. Enfin, il me restait du travail à terminer, et j'étais bonne au moins à ça, noircir du papier juridique. À 8h30,
Après avoir fourré quelques dossiers dans mon porte-documents, j'ai composé le code secret qui commandait la porte d'entrée des bureaux. J'étais la dernière à quitter les lieux en cette nuit de Noël. Je suis sortie de l'ascenseur dans le hall de l'immeuble, tout aussi désert. Seul l'employé de la sécurité était toujours à sa place derrière le comptoir de l'accueil. J'avais dû passer devant lui des dizaines de fois puisqu'il m'arrivait souvent de quitter le bureau tard, mais je ne lui avais encore jamais accordé plus qu'un coup d'œil distrait. C'était le gardien de nuit habituel, un Africain d'une quarantaine d'années au visage prématurément ridé. On sentait qu'il avait été témoin de beaucoup trop d'événements terribles au cours de sa vie. « Vous travaillez tard ce soir, ce n'est pas bien ?» m'a-t-il lancé alors que je m'approchais des portes vitrées. « Vous aussi ?» ai-je répondu en me retournant. « J'ai besoin d'argent. Vous aussi, vous en avez besoin ?» J'ai pilé sur place. Mes paupières ont palpité. Des larmes menaçaient de perler. « Non, je n'ai pas besoin d'argent. Mais j'ai besoin de travailler. » Il a hoché la tête. Il avait compris la nuance. « Vous venez d'où ?» l'ai-je interrogé. « De Somalie. »« En Amérique depuis longtemps ?»« 5 ans. »« De la famille ?»« Une femme, 3 enfants. Ils sont toujours à Mogadiscio. »« Pourquoi vous ne les faites pas venir ici ?»« Pas possible, pas l'argent qu'il faut. » « Combien gagnez-vous par an ?»« 18 000 peut-être. » Un tiers de ce que je me faisais par mois. Une infime fraction de ce que mon ex-mari engrangeait en quelques semaines. Ce monde était absurde. « Vous n'avez que cet emploi ?» Il a eu un rire fatigué, désabusé. « Vous connaissez quelqu'un qui peut vivre à New York avec un seul travail de ce genre ? Non, je conduis un taxi 6 jours par semaine, de midi à 8 heures. Et après, je suis ici de 10 heures à 6 heures du matin. » Quand est-ce que vous dormez ? 4 heures le matin, du lundi au samedi. Je me rattrape le dimanche. De combien auriez-vous besoin pour faire venir votre famille en Amérique ? Pourquoi vous me demandez ça ? Juste pour savoir. Ah, il y a plein de problèmes. À Mogadiscio, nous avons beaucoup de dettes, beaucoup. 15, 20 000 $. On a emprunté à des prêteurs, alors on ne finit jamais de rembourser. Il y a aussi les frais des visas, tout ça, et je devrais trouver un logement plus grand ici. Comment faire avec ce que je gagne ? Alors c'est, comment dire, sans espoir. Il y a eu un silence de 5 ou 10 secondes, pas plus. Mais le temps de cette pause brévissime, je me suis rendu compte brusquement que je savais ce que je m'apprêtais à faire. « Votre nom, c'est comment ?»« Gedi. »« Gedi », ai-je tenté de répéter correctement. Intéressant. Ça veut dire voyageur. Très approprié alors. Moi c'est Erika. Écoutez, voilà ce que j'aimerais vous proposer. Gedi m'a écouté jusqu'au bout, ouvrant des yeux de plus en plus grands. En 5 minutes peut-être, je lui ai parlé de mon divorce, de ce travail que je ne supportais plus, de mes insomnies, de tous les petits tracas de mon existence ultra protégée, de ce à quoi mon ex-mari voulait maintenant me contraindre. Et à la fin de ce déballage, je lui ai exposé mon idée. Il a réfléchi un instant. « Mais on ne se connaît pas. Je ne comprends pas pourquoi vous feriez ça. » Ma réponse est venue d'un coup. L'esprit de Noël, comme on dit. « Mais qu'est-ce que vous voulez en échange ? » Je ne veux absolument rien. Rien du tout ? Exact. Je ne sais pas quoi dire. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Ce soir, si. Mais il faut vraiment que vous alliez tout de suite à l'hôtel Saint-Régis. Rappelez-vous, mon ex-mari s'appelle Monsieur Todd Michaelis. Il sera au Martini Bar. Entre-temps, je vais lui téléphoner et le prévenir de votre arrivée. Prenez un taxi, demandez au chauffeur de vous attendre. Vous devriez être de retour ici 1/4 d'heure plus tard. Pendant ce temps, je monterai la garde à votre place. Si mes chefs l'apprennent, je peux avoir des gros ennuis. Est-ce que ce serait si grave maintenant ? L'ai-je coupé. Il a souri. C'est vrai ça. Merci, Miss Erika. C'est fou. Non, très raisonnable au contraire.
Tenez. J'ai retiré de mon doigt la bague en diamant que je lui ai tendue avec quelques billets pour son aller-retour en taxi. Vous devriez vous dépêcher. Je vais revenir. Je le sais. Dès qu'il a été dehors, j'ai téléphoné à Todd sur mon portable. Changement de plan, ai-je annoncé, avant de l'informer qu'un certain monsieur Gedi Kokundea allait incessamment se présenter devant lui avec la bague et qu'il devrait établir le chèque d'1/4 million de dollars à son nom. Il n'a pas très bien pris la nouvelle. « Tu es devenue folle ou quoi ? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. » Totalement malade. Tu es libre de tes opinions. Je l'ai entendu halter de rage. Finalement, il a dit tout bas « Je ne pige pas. Pourquoi, bon sang ?» J'aurais pu lui donner tant d'explications à cet instant, en particulier sur un sujet que j'avais soigneusement évité pendant des années, mais qui, au cours de ces derniers jours, m'était apparu toujours plus incontournable. L'affreuse sensation de vide avec laquelle je n'avais cessé de vivre au milieu de tout ce trop-plein. Mais je me doutais que cela ne pourrait jamais toucher, convaincre, ni même effleurer mon mari de jadis. Ce n'est pas toi qui soutenais que les explications sont toujours hors sujet dans une négociation ? Allez, n'esquive pas la question, pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que, pour la toute première fois, j'ai réussi à trouver la poésie qui se cache derrière les contradictions fondamentales de la vie. Et là, j'ai ajouté 2 mots. Les 2 mots de la fin, littéralement. Car nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole depuis ce soir-là. Todd a remis son chèque à Gedi et il a disparu de mon écran radar. Mais avant, j'ai prononcé ces 2 mots, sincères et définitifs. Joyeux Noël.